Oh, merci, chers camarades apprenants de Master 1. Nous revenons pour notre cours de droit de l'homme. Après notre première séance qui s'était basée principalement sur la définition ou les différentes définitions du droit de l'homme, les caractéristiques et génération du droit de l'homme, l'historique du droit de l'homme. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre séance avec les 3 chapitres restants. Et pour ce qui est de la séance passée, chers camarades étudiants, apprenants le Master 1, nous avons défini les droits de l'homme en se basant sur les 3 définitions, de la définition scientifique, la définition technologique, et puis nous avons aussi donné enfin une autre définition que nous avons appelée définition bidimensionnelle. Et dans l'ensemble, en définissant les droits de l'homme, nous nous sommes dit, ce qui est à la base de tous ces droits, c'est qu'on voudrait avoir dans l'enseignement ou encore mieux en attribuant ces droits à l'individu, c'est juste la dignité humaine. Et l'homme en naissant, il est doté par l'Éternel d'un certain droit qui soit inaliénable et que nous tous nous devons respecter quels que soient les cas. Et au niveau des caractéristiques, vous l'avez si bien, on a parlé de caractères inaliénables, indivisibles, égal ou encore égaux, je dirais, des droits de l'homme et indivisibles aussi des droits de l'homme. Parlant des générations, c'est là où je voulais revenir sur un point. Nous avons énuméré, en énumérant, nous avons énuméré 4 générations de droits de l'homme, mais en analysant, nous sommes limités à 3. Nous avons analysé les droits civils et politiques dans le cas de la première génération des droits de l'homme, les droits sociaux, économiques et culturels dans le cas de deuxième génération. Et nous avons analysé aussi les droits collectifs ou les droits de solidarité en parlant de la 3e génération des droits de l'homme. Il y avait une 4e génération que nous n'avons pas analysée. Et déjà là, en parlant des 4e génération, ne soyez pas étonnés de voir que d'autres terres puissent aller plus loin. Parlant de la 4e génération, très souvent, nous y regroupons, nous y retrouvons le droit catégoriel. Les droits catégoriels. Et c'est là où on peut inclure les droits relatifs à la femme, ou à l'enfant, aux personnes vivant avec handicap, les droits des minorités. Et donc, là, vous allez voir les amples explications dans les notes. Dans les notes, nous avons fourni l'historique des droits de l'homme en commençant par des civilisations anciennes. On ne pouvait pas parler des droits de l'homme déjà en Égypte antique, on ne pouvait pas en parler parce que pourquoi? Là, les pharaons se considéraient comme le dieu et on a alourdi cette notion avec d'autres considérations. Ils ont vu dans les sociétés monothéistes aussi, on parlait de Moïse déjà à l'époque. Déjà Moïse, avec les décalogues du commandement de Dieu, Moïse déjà parlait du respect de la dignité humaine parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il y avait des droits déjà qui protégeaient l'homme, déjà. Et sans pourtant aller plus loin au jardin d'Éden, nous sommes rentrés aussi pour nous baser au niveau du christianisme, au niveau de l'islam. Nous avons parlé un peu aussi des droits de l'homme à l'Inde. Mais maintenant, il est question que nous parlions au point 4, je pense, ou 5, des courants philosophiques des droits de l'homme. Les courants philosophiques des droits de l'homme. Nous devons retenir que nous sommes pendant les siècles des Lumières. Un siècle de Lumière, on parle de Lumen, où aujourd'hui beaucoup de choses se précisent. Nous parlons de courants philosophiques, donc
il y a des courants célèbres qui doivent orienter notre analyse. Selon les deux courants, ce que nous allons constater, ça sera soit l'individu qui sera au centre ou la société. Et revenons sur les deux courants. Il y a les courants individualistes et les courants socialistes. Si nous nous référons de ce que nous avons dit plus loin, déjà, avec les courants individualistes, c'est l'individu qui est l'objectif même de ses droits. Les droits de l'homme visent l'individu. En d'autres termes, l'État reconnaît à l'individu un certain nombre de droits. Il lui reconnaît sans que l'État lui-même ne puisse en assurer le respect. C'est-à-dire assurer le respect de ses droits. Donc, le rôle de l'État se limiterait à reconnaître un certain nombre de droits à l'individu, quitte à l'individu seul de chercher à faire respecter ses droits. Et là, nous dirons, nous sommes dans le principe du libéralisme. C'est comme si, en regardant très bien, le droit de l'homme a évolué avec les différentes missions ou les différentes fonctions même de l'État. Ici, nous sommes bien sûr dans l'État policier, l'État gendarme, où alors le rôle de l'État ne devait se limiter qu'à reconnaître à l'individu un certain nombre de droits de l'homme par rapport aux droits de l'homme, bien sûr, parce que lui se focalise plus dans le métier de l'ordre et de la sécurité. Et le principe du libéralisme en ces temps était laisser faire, laisser passer. Alors, il y a ce que nous avons critiqué plus loin, laisser à l'État simplement le rôle de donner, de reconnaître la liberté, de reconnaître un certain nombre de droits à l'individu ou aux individus, entraînerait un certain déséquilibre au sein de la société. Les riches vont s'en prendre aux pauvres. Les riches seront exploités par les pauvres parce que l'État n'intervient pas pour assurer même la défense des droits de citoyens. C'est le citoyen lui-même qui doit exercer ses droits. C'est le citoyen lui-même qui doit exercer ses droits. Donc l'importance de l'État est quand même là. L'État est important si nous voulons que le droit de l'homme puisse être respecté. C'est ainsi qu'il y aura un second courant, le courant socialiste. Ici, nous avons cité plus Karl Marx. Vous savez, plutôt lorsqu'on parle de Karl Marx, on voit aussi Engels. Avec le courant socialiste, ici, l'individu n'est pas au service de l'individu comme c'était le cas dans le courant individualiste. Ici, l'individu est au centre. J'allais dire, l'individu n'est plus au centre. Maintenant, c'est la société qui est au centre. C'est l'État qui est au centre. L'individu est au service de l'État. L'individu travaille pour l'État. Comme l'individu travaille pour l'État, l'État a l'obligation de le reconnaître un certain nombre de droits. Un certain nombre de droits. Et l'individu sera là comme une machine au service de l'État pour le bonheur de l'État. Et en l'occurrence, l'État a une créance, ou l'individu a une créance sur l'État. L'individu a une créance sur l'État. Et la créance, c'est de reconnaître et de défendre le droit de l'État. Mais là aussi, de défendre les droits de l'homme, je veux dire. Là aussi, comme l'individu est au service de l'État, c'est l'individu qui doit protéger. Et, qu'est-ce que je dis? C'est l'État qui doit protéger les droits de l'individu. Qu'est-ce qui va arriver? Comme je l'ai dit, l'individu travaille pour le bonheur de l'État. Et si nous parlons de l'État, nous prenons la définition ou les différentes définitions de l'État et nous nous focalisons l'État qui signifie le pouvoir central,
Nous allons constater qu'à ce niveau ici, puisque l'individu travaille pour le bonheur de l'État, beaucoup d'autorités ont eu à confisquer les pouvoirs, la liberté des individus, pour arriver à instaurer même des partis uniques. L'individu se vit confisqué par l'État de ses droits. Parce que c'est l'État qui doit reconnaître ses droits aussi. L'État, des fois, se permet à faire n'importe quoi sur ces droits-là. C'est alors que je disais l'autre fois, parlant des droits de l'homme, parlant des droits de l'homme, comme c'est un droit, c'est lui qui n'exerce pas ses droits, c'est lui qui ne cherche pas à avoir ses droits, en les défendant. À travers des différentes révolutions, il n'en aura pas. Parce que les intérêts sont opposés. Ceux qui sont au pouvoir, les gouvernants, chercheront plutôt à enfreindre ses droits, chercheront à dompter l'individu qui travaille au service de la société. Donc, en fait, en parlant des droits de l'homme, il y a aussi, pour arriver à les garantir, oui, les États arrivent à les faire des fois facilement en les plaçant dans les différents textes, mais dans leur application, il se pose un sérieux problème, Vous savez, nous parlons des fois des droits à la résistance, des droits de la résistance à l'oppression, mais lorsqu'on veut appliquer ces droits-là, lorsque le peuple veut résister, il résiste contre qui? Contre ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir n'accepteront jamais qu'ils sont en train de violer la loi, de violer les droits des citoyens. Et par ricochet, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont revenir, ils vont vous sortir des chars de combat, alors que les garants même de ces droits sont ceux-là qui sont au pouvoir. Donc, les intérêts sont un peu divergents, d'autant plus que chaque groupe doit chercher à défendre ses intérêts. Et vous voyez, même nous parlons des droits de l'homme, j'allais dire de l'état des droits. En parlant de l'état des droits, en principe, l'état des droits, c'est un état dans lequel sont respectés tous les droits de l'homme. C'est un état, parmi les droits de l'homme, nous trouvons aussi les droits à une justice équitable, le droit à une bonne administration de la justice. Le droit à une bonne administration de la justice, voudrait qu'il n'y ait pas de personnes qui soient hors la loi, les personnes qui ne sont pas inquiétées par la justice, ou une fois inquiétées par la justice, il y a une autre procédure. Le droit conserve son caractère impersonnel et son caractère général et abstrait. Et tout le monde se trouvant dans la même situation, nonobstant les privilèges des juridictions, qui vient simplement aussi appuyer cette thèse-là. Tout le monde se trouvant dans une même situation, soit jugé selon la même procédure, selon le même droit. Il n'y a pas un droit pour les riches, un droit pour les pauvres aussi. Et voilà, au-delà de ça, mais aussi, si nous avons, nous, le peuple, si à nous, on reconnaît un certain nombre de droits, je dirais, nous aussi, nous avons les devoirs. C'est ainsi que dans le cadre même du cours de droit constitutionnel, il y a une partie qui traite aujourd'hui des droits et devoirs de l'État. Des droits et devoirs de l'État, mais aussi les droits et devoirs des citoyens vis-à-vis de l'État. Et voilà, nous avons le droit à la liberté de manifestation, par exemple, liberté d'association, mais nous devons le faire au respect des normes, au respect de la loi. Et très souvent, on nous dit, votre liberté se limite là où commence la liberté de l'autre. La loi exige, par exemple, en République démocratique du Congo, nous sommes là dans le régime d'information. Avant d'organiser une manifestation, vous devez informer l'autorité. Informer l'autorité 3 jours avant. Mais lorsque vous n'informez pas l'autorité est surprise. Mais vous avez tort, vous qui avez organisé, vous n'avez pas respecté la loi. Mais lorsque aussi l'autorité, je ne parle pas d'autorisation, l'autorité n'est pas avertie, n'est pas informée, et qui vient vous empêcher
Ou simplement, l'autorité est informée, vous devez organiser votre marche, je ne sais pas quelle manifestation, vous commencez à casser, c'est une infraction, vous violez la loi. Nous ne pouvons pas créer un état de droit sans pour autant créer aussi les circonstances qui mènent vers cet état de droit. Nous ne pouvons pas parler de l'état de droit sans pour autant aussi nous-mêmes garantir un certain nombre. Ceux qui réclament l'état des droits doivent aussi être conséquents, parce que très souvent nous voyons les politiciens qui n'encadrent pas la population, qui cassent. La population qui casse, et ils prennent l'état des droits, ils prennent le respect de la Constitution, alors qu'ils violent eux-mêmes la loi. Et voilà. De ce fait, après avoir fourni ces précisions, il est question que nous abordons les 6e chapitre. Dans le 6e chapitre, voilà, nous avons parlé de l'historique des droits de l'homme. Nous avons vu les droits de l'homme dans les civilisations les plus anciennes. Mais quand est-ce qu'on a réellement consacré les droits de l'homme? Donc, quand est-ce qu'on a parlé de façon proprement dite des droits de l'homme? Et nous abordons alors le chapitre 5. Avec le chapitre 5, nous avons traité de droits de l'homme proprement dit, ou simplement la consacration des droits de l'homme. À ce niveau ici, nous serons guidés par deux révolutions. Nous avons la révolution américaine de 1776 et aussi la révolution française. Et je vous dis que pour arriver à la consécration des droits de l'homme, il y a eu un long combat entre les gouvernés et les gouvernants. Les gouvernants. Lorsque je parle de la révolution américaine, je parle de la révolution française, et nous ne devons pas oublier les Anglais, parce que nous savons que les Anglais ont colonisé les Américains. Nous le savons très bien. Nous n'allons pas oublier les Anglais. Et parlant de la consécration des droits de l'homme, essayons un peu d'aborder les textes anglais qui ont traité de ces notions de droits de l'homme. Vous savez, en Angleterre, il y avait beaucoup de textes déjà qui essayaient d'aborder la question liée aux droits de l'homme. Les premiers textes que nous pouvons évoquer, par exemple, il y a les textes qu'on a dénommés Magna Carta ou Carta Magna, la grande charte de 1215, la grande charte déjà. Dans cette charte, le roi a reconnu, c'est-à-dire là nous voyons le roi sans terre, a reconnu à la population, a reconnu au peuple un certain droit, une certaine liberté en ce qui concerne les impôts. Et le roi Jean sans terre a consacré dans la carte ou la grande charte, Carta Magna, il a consacré le droit selon lequel aucun impôt ne pourrait être levé sans le consentement du peuple anglais. Voilà, en matière fiscale, déjà, le peuple se voit associé. Le peuple se voit associé à la prise de décision, en matière fiscale. Ça, c'est quand même une bonne résolution prise par les rois. Vous voyez, lorsque nous parlons de droit, la participation à la vie politique fait partie aussi du droit de l'homme. Parce que je suis membre de telle société, je dois participer à la vie de cette société. Au-delà de ces documents ou de ces textes, en Angleterre, vous trouvez aussi un autre texte de 1965 portant protection des prisonniers. Il y a des textes qui portaient protection
de prisonniers, parlait un peu de certains nombres de droits liés aux prisonniers. Et nous avons aussi un autre texte qu'on a appelé habeas corpus, contre la détention arbitraire. Toute personne qui se sentait arrêtée sans pour autant avoir commis une infraction devait se référer à une juridiction. Donc voilà, déjà, en Angleterre, on a essayé de reconnaître un certain nombre de droits à la population dans l'évolution des droits de l'homme. Il y a encore un autre texte anglais, le Bill of Rights, le texte de droits des citoyens déjà. Là déjà, on reconnaît un certain nombre de droits. Et voilà, à part les Anglais, nous pouvons revenir vers les textes américains, voir un peu les textes américains qui vont traiter des droits de l'homme. Dans ces textes-là, nous allons voir la Constitution américaine, qui est la Constitution la plus ancienne, la Constitution qui n'a pas subi beaucoup de révisions, la Constitution américaine de 1787. Et dans cette Constitution-là, je pense déjà au niveau du préambule, on reconnaît un certain nombre de droits aux citoyens. Et là, si je l'ai mis, c'est dit, l'homme est, on a dit, je me répète, je dis, tous les hommes sont nés égaux et sont dotés par les créateurs de certains droits inaliénables, parmi lesquels figurent l'égalité, la dignité, la justice, l'autonomie, l'indépendance. Et voilà déjà dans la Constitution, qui est un texte supérieur, comme je vous ai dit, au début de ces cours, les États ont pris l'habitude de placer les droits fondamentaux des citoyens dans un texte supérieur, qui est la Constitution, pour les mettre à l'abri des prédateurs. Les prédateurs sont généralement les politiciens ou ceux qui sont au pouvoir, qui cherchent à tout prix à violer les droits des citoyens. Et déjà, les textes américains, nous prenons simplement l'unique Constitution, va analyser le droit de l'homme. On va essayer un peu d'analyser ce que nous appelons aujourd'hui les droits de l'homme. Nous revenons en France avec la Révolution française de 1789. Après la Révolution française, et déjà dans le cas de cette Révolution française, c'est la première fois qu'on va trouver dans un texte de droit, de façon claire, les mots droits de l'homme. Première fois qu'on va parler des droits de l'homme. Et là, on va revenir, comme ce que nous trouvons dans la Constitution américaine, sur la notion selon laquelle les hommes naissent libres et égaux en droit et en liberté. Et voilà, on va reconnaître à l'homme un certain nombre de droits. Malheureusement aussi, ce sont les Belges, que je vais dire, les Belges, les Français, les Européens, qui ont reconnu un certain nombre de droits dans leur société, qui vont appliquer la colonisation à l'Afrique. Donc, or, cette attitude violerait aussi l'universalisme de droits de l'homme. Des fois, on parle des droits de l'homme, les droits des citoyens. Et citoyens en France, on a parlé aussi des droits des citoyens. Et en parlant des droits des citoyens, nous savons les droits de l'homme et les droits qui appartiennent à tous les individus, pourvu que vous naissez homme. Les droits de citoyens, ce sont les droits étatiques comparables aux libertés publiques. Et voilà ce que nous pouvons dire à ce niveau-là. Et il y a encore une autre question. Maintenant que les droits sont là, ces droits-là doivent être protégés. Ces droits-là doivent être garantis.
Et pour que l'homme soit sûr d'exercer ses droits, pour que l'homme soit sûr de bénéficier de ses droits devaient être garantis quelque part. Et voilà. Si nous voyons toutes ces révolutions qui ont eu lieu, les révolutions françaises, le peuple voulait avoir plus de droits qu'avant et arracher un certain nombre de droits par rapport au monarque. Les habits du pouvoir ont fait en sorte que le peuple soit brimé. Et on parlait de Karl Marx, vous savez, avec la révolution ouvrière, avec vous savez ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, que les droits sont reconnus, le peuple ne doit pas baisser les bras. Le peuple doit continuer à vouloir avoir plus de droits, la mise en application de ces droits. Et voilà. Nous allons prendre enfin les mécanismes de protection de droits de l'homme. Ça, ce sera notre chapitre 6. En parlant des mécanismes de protection des droits de l'homme, il y a des mécanismes nationaux, il y a des mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme. Il y a des mécanismes sur le plan, je dis nationaux, sur le plan internationaux, et je pourrais même prendre sur le plan international, prendre des mécanismes régionaux de protection des droits de l'homme. Du point de vue national, lorsque nous parlons des mécanismes nationaux, il y a des mécanismes qui sont juridictionnels et des mécanismes non juridictionnels. Le mécanisme juridictionnel, une fois votre loi, votre droit plutôt est violé, vous pouvez saisir la justice. Vous pouvez saisir la justice pour rentrer dans ses droits. La justice est là, organisée à tous les niveaux. C'est pas pour rien que j'ai évoqué les droits à la bonne administration de la justice. Ces droits à la bonne administration à la justice a plusieurs conséquences. Par exemple, la publicité des audiences. Par exemple, vous avez droit à réquiser un juge. Les droits, ça entraîne les principes des contradictoires. Et là, dans ces droits, il y a un autre droit de présomption d'innocence, toujours dans la bonne administration de la justice. Et celui qui n'a pas pu faire entendre ses prétentions, alors qu'il y a eu un jugement, par défaut, il peut faire l'opposition de ces jugements. Les droits, vous bénéficiez aussi de double degré de juridiction. Vous pouvez même aller jusqu'à la cassation. Voilà une bonne administration. Donc, parlant de mécanismes de protection sur le plan national, et surtout que notre Constitution de la République démocratique du Congo a, dans son chapitre 2, je pense, titre 2, consacré les droits fondamentaux, libertés publiques et devoirs des citoyens. Là-dedans. Et parmi les mécanismes non juridictionnels, il y a les ministères, par exemple, des droits humains, qui est là. Vous pouvez vous recourir au ministère des droits humains après avoir vidé le voie des recours juridictionnels, vous n'avez pas gain de cause. Vous pouvez aussi voir le ministre de la Justice lui-même qui garantit une bonne justice dans notre pays ou au sein des différentes nations. Vous pouvez voir les ministres des droits humains qui est là aussi. Il y a aussi des ONG des droits de l'homme qui aident dans ce sens-là. Du point de vue régional, lorsque je parle du point de vue régional, nous voyons les continents. Les continents, point de vue continental, il y a aussi de moyens de voies juridictionnelles qui sont là pour les droits de l'homme. Du point de vue international, les mécanismes de protection des droits de l'homme, vous savez, aujourd'hui, il y a des crimes
les crimes qu'on appelle caractérisés des crimes internationaux. Il y a des génocides, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, qui sont aussi, aussi bien de la compétence nationale que de la compétence internationale. Jusque-là, du point de vue universel, du point de vue international, nous avons jusque-là une seule juridiction. Il y a la Cour pénale internationale qui est là aussi. Lorsque vous sentez que vos droits sont violés, vous devez vous rendre là-bas. Voilà, je vais brosser ça en bloc parce que vous aurez les notes et que dans les notes, il y a de plus amples informations pour ce cours. Et en guise de conclusion, je dirais simplement, les droits de l'homme sont là, les droits de l'homme sont bel et bien à notre disposition, nous les citoyens, et nous les citoyens devons faire en sorte que nous puissions obtenir, exercer nos droits et en assurer ou en obtenir coûte que coûte les respects vis-à-vis de ceux qui sont au pouvoir, d'autant plus que les intérêts à protéger sont des intérêts diversifiés et sont des intérêts divergents. Et voilà, le peuple congolais qui prône, pour le peuple congolais qui cherche un état des droits, l'état des droits a aussi les implications. Les implications, le peuple n'a pas que des droits, il a aussi le devoir. À chaque droit, nous voulons à tout prix défendre nos droits, mais des fois, en exerçant nos droits, nous violons aussi nos devoirs vis-à-vis de l'État congolais. Ainsi donc, je prends le cas de devoir de la défense de l'intégrité territoriale. C'est un droit et devoir à la fois. Pourquoi? Parce que si nous estimons que la République démocratique du Congo ou notre État, c'est un bien commun qui appartient à nous tous, lorsque ce bien-là est en train de subir des pressions extérieures, comme c'est notre bien commun, nous tous devons mettre la main à la pâte pour défendre. C'est ainsi que nous avons, dans le cadre de ces droits et devoirs, dans la Constitution, il est consacré même le service militaire obligatoire. Une possibilité pour l'État d'instaurer les services militaires obligatoires parce que cela fait suite à cette obligation de défendre l'intégrité du territoire. Et si jamais un jour on arrivait à instaurer cela dans notre pays, nous ne devons pas monter à crier parce qu'il s'agirait de notre droit et devoir. Et je disais encore qu'il n'y a pas de droit sans devoir et chacun a sa part vis-à-vis de droits de l'homme. Et de cette façon-là que nous mettons fin à notre cours de droits de l'homme pour le Master 1. À nous revoir dans les cadres de notre cours. Merci.